Le monde comme il le voit. Lionel Jospin, ancien Premier ministre français, est mon invité sur ce plateau de TV5. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être ici. C'est un livre événement, c'est un livre qui apporte à la contribution, à la réflexion des socialistes, mais bien au-delà. C'est celui d'un citoyen engagé, qui a eu des responsabilités, qui, en tous les cas, dites-vous, continue de vouloir exercer son droit de regard et son emprise en direction du progrès social. Quelle est votre place? Où vous situez-vous aujourd'hui? Bon, une emprise, non, sûrement pas. Un droit de regard non plus. J'ai eu des responsabilités, je suis un citoyen, comme vous l'avez dit, et donc je continue à aimer mon pays et à me préoccuper de ce qu'il advient, à la fois à l'intérieur et dans son image extérieure. Des choses me préoccupent, une perte de repères, une morosité, un manque de confiance. Donc j'ai envie de donner mon approche, mon sentiment, et peut-être aussi quelques repères, justement, pour la pensée. Oui, depuis que ce livre a été écrit, on a vu les incidents de banlieue, il y avait eu auparavant le non au référendum sur l'Europe. Vous avez l'impression d'une crise profonde qui serait due à la classe politique? Je ne sais pas si elle est due à la classe politique, j'aime pas les termes globaux. Il y a un gouvernement, il est au pouvoir, il assume ses responsabilités, il réussit plutôt bien ou mal, plutôt pas très bien, il me semble, en ce moment. Si nous avions mis, nous, 20 jours pour maîtriser des violences en banlieue, que n'aurait-on pas entendu dire par l'opposition d'ailleurs? Et donc, je crois que malheureusement, ce qui s'est produit signe un échec de la politique de ce gouvernement. En même temps, devant les Français, il faut être clair. Incendier des écoles, des gymnases, des crèches, caillasser des pompiers, ce sont des actes délictueux. Pour certains criminels, ils doivent être condamnés comme tels. Ouais. Donc il faut admettre les réalités sociales, les discriminations, et il ne faut pas que cela rende indulgent à l'égard des comportements lorsque ceux-ci sont inciviques, voire même violents ou criminels. Alors, quelle est la responsabilité du chef de l'État? Est-ce que vous partagez les propos de François Hollande qui dit qu'il y a absence au sommet de l'État, qui dit que ça ne vaut même plus la peine de commenter l'action du chef de l'État parce que, dit-il, il y a une absence totale? Je ne suis pas, moi, engagé dans l'action politique quotidienne, donc je n'ai pas à commenter les propos ou les actions. Il ne semble pas que ce deuxième mandat de Jacques Chirac soit un plein succès, c'est tout ce que l'on peut dire. Peut-être surtout parce que les indications de politique qui sont données ne sont pas cohérentes, en particulier dans le domaine économique et social. Vous pensez qu'en l'état actuel des choses, il ne peut pas être candidat à un mandat? Je ne me préoccupe pas de cette dimension des choses. Dans ce livre, je n'aborde nullement ces problèmes. J'essaye de traiter des questions majeures d'aujourd'hui. Comment se comporter dans la mondialisation? À quoi nous confronte la puissance américaine? Comment relancer l'Europe? Qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce qu'on offre comme modèle pour réussir l'intégration des nouvelles couches qui nous ont rejointes? C'est ça que je peux faire d'utile aujourd'hui. C'est pas de m'interroger sur la candidature de tel ou tel. Alors, les programmes évidemment économiques, par exemple, on a beaucoup parlé du déficit budgétaire en France. Les socialistes proposent de renationaliser. Ça vous paraît une perspective encourageante? Il n'y a pas de rapport entre le déficit budgétaire et les nationalisations ou les renationalisations. Ce qui est sûr, c'est que nous étions passés en dessous de 3% entre 1997 et 2002. On a basculé au-dessus. Nous avions redressé les comptes de la sécurité sociale. Ils se sont creusés. Nous avions créé des emplois massifs. Il y a peu d'emplois qui se créent. Donc, si l'on regarde les faits, les actes, si on ne se limite pas dans la vie politique à commenter telle ou telle petite phrase, mais qu'on regarde les résultats des politiques, il me semble que c'est assez éclairant. Quant aux renationalisations, ce n'est pas, à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu du congrès récent du Parti socialiste, un mot d'ordre général. Enfin, j'ai cru j'ai cru comprendre que cela concernait EDF. Je pense que dans une telle entreprise qui est à la fois une entreprise productrice d'électricité, qui est un service public, dont on se souvient avec quelle efficacité il avait répondu, ce service, à la grande tempête de décembre 1999, et qui a fait contraste avec la façon dont les entreprises privées américaines ont réagi au désastre de la Louisiane. Donc on peut avoir des services publics efficaces. Si l'on tient compte de cela, si l'on tient compte aussi que notre électricité est pour une majorité, une très large majorité nucléaire,
que notre indépendance, que la sûreté aussi des centrales dépend, pas seulement bien sûr d'EDF, mais aussi d'EDF. Je pense que nous avons tout intérêt à garder cette entreprise publique. Ouais. Donc j'approuve là les propositions des socialistes. Alors il y a un certain nombre d'actions menées par l'actuel gouvernement et qui conduit apparemment à une baisse du chômage. Ça vous paraît quelque chose qui est un trompe-l'œil? Mais il y a un mystère parce que dans la période 97-2002, pour que le chômage baisse de 900 000 personnes, ce qui était quand même considérable, il a fallu que 2 millions d'emplois soient créés pendant la même période. Compte tenu des nouvelles populations qui arrivent sur le marché du travail, des jeunes, il faut créer beaucoup plus d'emplois pour avoir moins de chômeurs. Là, on est devant une situation quand même assez curieuse. C'est que le chômage baisse, apparemment, enfin les chiffres du chômage baissent, mais il n'y a pas d'emplois créés. Donc il y a un mystère. Et oui, on le retrouve notamment dans le nombre des RMistes qui s'accroît, dans le fait que les emplois aidés sont multipliés, et puis dans des radiations massives de chômage. Alors, c'est pas avec des faux semblants de ce type, effectivement, qu'on redonnera confiance au pays. Est-ce que vous avez l'impression, et certains observateurs le disent, qu'il y a une sorte de droitisation de la société française? On peut parler des mesures contre le terrorisme qui font que, bien évidemment, les mesures sont durcies en matière de garde à vue. On peut parler de durcissement de la politique en matière d'immigration, la difficulté de plus en plus grande pour obtenir la nationalité française. Vous avez l'impression qu'il y a une vague de fond? D'abord, là, il s'agit de mesures soit prises, soit proposées par les gouvernements. Donc ça ne concerne pas l'opinion et ce que vous appelez une vague de fond. La lutte contre le terrorisme doit être menée de façon absolument implacable, avec une grande fermeté, dans le respect du droit, parce que nous sommes des démocraties. C'est bien pour ça que les pays européens ont interpellé les États-Unis sur les Guantanamo aériens, sur ces centres secrets qui pourraient exister, y compris sur le territoire européen. Si on veut défendre la démocratie à l'échelle internationale, il faut soi-même se comporter comme une démocratie, un État de droit. Mais lutter contre le terrorisme et prendre des mesures à cet égard est absolument indispensable. Et là ces mesures-là vont dans le bon sens? Ce qui est en cause aussi, c'est sans doute une certaine réaction de l'opinion, en France, je parle, aux événements violents qui se sont passés dans un certain nombre de cités. Et sur ce terrain, il me semble que les socialistes et la gauche doivent être absolument clairs. Il faut analyser les causes sociales, il faut lutter contre les discriminations, il faut intégrer mieux des jeunes, il ne faut pas amalgamer les émeutiers, l'ensemble de la jeunesse de ces quartiers, mais sur les comportements délictueux violents, il faut les condamner fermement. Donc il faut que le discours de la gauche soit clair. Ouais. Sur ces questions d'ordre et de sécurité auxquelles aspire l'opinion. C'est tout. Si on répond à gauche à cette question, comme il me semble qu'on peut être plus efficace sur le terrain économique et social, et comme il me semble qu'on se battra aussi pour une société plus juste, plus harmonieuse, il me semble que les Français peuvent nous suivre, ou plutôt suivre la gauche et les socialistes. En matière d'immigration, par exemple, durcir les possibilités pour devenir français ou pour immigrer en France, ça c'est quelque chose que les socialistes n'acceptent pas? Mais il faut demander aux responsables socialistes. Moi, je ne suis plus maintenant en responsabilité au sein du Parti socialiste. Je pense que la naturalisation, c'est un processus normal que nous poursuivons, à condition bien sûr que cette naturalisation plus exactement, mais mon lapsus, il est révélateur, parce qu'en fait, il s'agit de nationaliser, de rendre des nationaux, si vous voulez, le fait qu'ils appartiennent à notre nation, à condition naturellement que l'intégration se fasse. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on nourrisse, si vous voulez, un sentiment d'hostilité à l'étranger. Ça, je ne le veux pas. Pour le reste, être attentif aux problèmes migratoires, nous l'avions été dans mon gouvernement, et je pense qu'il faut le rester. Alors l'Europe, évidemment, c'est un des grands aspects de ce livre, Lionel Jospin. On voit encore Tony Blair, là, qui évidemment ne veut pas revenir sur la question du rabais britannique, qui veut bien donner un peu plus aux pays entrants, mais en même temps, il y a le problème de la politique agricole commune. Il y a eu le rejet, et vous dites que l'accord est mort-né, j'allais dire. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une panne européenne réelle? Oui, les partisans du non nous avaient dit, en tout cas à gauche,
que ça allait être un élan des peuples, un printemps des peuples, que ça allait redonner du dynamisme à l'Europe, ça ne s'est pas produit, si vous voulez. Ceux qui avaient craint un triomphe de Blair et d'une vision plutôt libérale de l'Europe doivent constater que la présidence britannique, il ne s'y passe pas grand-chose. Simplement, l'Europe est bloquée. Elle est bloquée à court terme parce qu'elle n'arrive pas à adopter son budget pour les années qui viennent. Et j'ai préconisé dans ce livre notamment un compromis sur ce terrain. Et puis par ailleurs, il faut relancer l'Europe, non pas sur le terrain constitutionnel ou institutionnel, parce que cette voie est bouchée pour quelques années maintenant, après le non des Français et aussi le non des Hollandais au traité constitutionnel, mais sur les grandes politiques européennes, politique de recherche, politique de formation, politique de croissance économique. À cet égard, d'ailleurs, les décisions récentes de la Banque centrale européenne ne vont pas dans le bon sens quand ils augmentent, même faiblement, le taux d'intérêt. Laurent Fabius a dit que c'était une décision scandaleuse. Oui, je ne veux pas employer un vocabulaire moral dans le domaine de l'économie. Je pense que ce n'est pas une mesure efficace. Parce que le danger aujourd'hui en Europe n'est pas l'inflation, qui est très faible, c'est l'insuffisance de croissance qui est patente. Lionel Jospin, évidemment, vous le dites, ce livre contribue au débat, évidemment, au-delà des socialistes, mais chez les socialistes. Vous avez l'impression aujourd'hui, on est sorti du Mans, on est sorti d'un certain nombre de rencontres, on va bientôt approcher d'une élection présidentielle. Vous avez l'impression aujourd'hui que les socialistes ont un ordre de bataille, réellement. Il n'y a pas de candidat désigné, on a l'impression qu'il y a toujours une sorte de guerre des chefs. Il y a eu une synthèse, c'est-à-dire un rassemblement des socialistes au Congrès du Mans. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut maintenant que les socialistes travaillent. C'est la vocation et la volonté aussi de François Hollande, le secrétaire national du Parti socialiste qui a été réélu très largement. Il faut qu'ils travaillent à leurs propositions en direction des Français. Ils en ont fait, ils ont réagi dans les débats. Le groupe parlementaire mène son travail d'opposition et de proposition. Mais il faut maintenant rassembler ça dans un projet clair. C'est ce qu'ils vont faire. Le fait qu'ils se soient rassemblés veut dire qu'ils vont le faire collectivement. Mais il y aura des primaires pour désigner le candidat qui portera ces propositions. Mais ça, ils le traiteront après. Le premier secrétaire du Parti socialiste, toujours, a dit que ces questions devraient être abordées dans un an, c'est-à-dire en novembre 2006, ce qui me paraît être une date largement suffisante. Donc, d'ici là, qu'ils travaillent à faire des propositions, qu'ils contribuent à éclairer les Français, qu'ils soient une bonne force d'opposition, et puis ils régleront cette question le moment venu, je n'ai pas de doute. Oui, mais alors est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a dit non au référendum sur l'Europe peut être candidat socialiste ? Mais je ne me pose pas cette question. La victoire du non, elle s'est arrêtée le 29 mai. Ça n'a rien changé à la situation de l'Europe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir voté non ou voté oui pour être le moment venu candidat du Parti socialiste. On a besoin d'avoir sûrement une vision progressiste, novatrice et dynamique de l'Europe. On a besoin de faire des propositions, mais les socialistes les auront élaborées collectivement. On n'a pas besoin d'obéir à tel ou tel critère du oui ou du non. Mais est-ce que Laurent Fabius, plus exactement, a les capositions d'être président de la République ? Je ne me prononce pas sur aucun candidat potentiel. Il n'a pas la capacité d'être président de la République. Mais vous ne me ferez pas répondre à des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Je ne vois pas pourquoi je me prononcerais plus sur les capacités d'un tel plutôt que d'autres. Vous avez une préférence ? J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs candidats à la candidature. Comme a dit François Hollande, tout ça va se décanter. Nous verrons bien ce que ça donne. Est-ce que vous l'excluez réellement, Lionel Jospin, vous-même, d'être candidat à la candidature ? Attendez, il y a des candidats à la candidature. Et pourtant, le premier secrétaire dit sagement, il faudra qu'on examine cette question dans un an. Je ne suis pas, moi, parmi ces candidats à la candidature. Donc pourquoi voulez-vous me poser la question à moi, alors qu'elle ne se pose pas pour ceux qui sont candidats ? Mais vous ne l'excluez pas ? Mais écoutez, je vous ai répondu comme j'avais à répondre aujourd'hui à cette question. Merci Lionel Jospin. Le monde comme je le vois. Voilà, c'est le livre qui est publié chez Gallimard. C'est un livre événement déjà abondamment commenté, avec la vision du monde de Lionel Jospin, une des grandes figures de la vie politique française. Merci Monsieur le Premier ministre d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir.